Un nouveau rebondissement glaçant est apparu dans l'affaire de Cookie et Kitty. Les sœurs sont accusées de s'être jointes à une amie pour participer au meurtre brutal au couteau, en plein jour, d'une mère de 5 enfants au Texas. De nouveaux documents de police récemment publiés lèvent le voile sur les instants qui ont précédé l'attaque mortelle et révèlent ce que les sœurs auraient fait ensuite, ce qui pourrait entraîner encore plus d'accusations criminelles. Nous suivons l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Beaucoup se sont demandé ce qui aurait pu mener à cette altercation. Et maintenant, nous en avons un aperçu grâce au rapport de police que les autorités de Del Rio, au Texas, nous ont envoyé. Voici une vidéo publiée par un bon citoyen sur YouTube montrant Cookie Diaz en train d'être arrêtée. Si vous regardez bien, vous pouvez voir qu'elle sourit. Elle a même fait une blague à la caméra. Et maintenant, en sachant, après avoir lu le rapport de police que je vais vous montrer, et en lisant ce que la police affirme s'être passé, cela rend cette vidéo, que beaucoup d'entre nous ont vue depuis que l'affaire a éclaté, encore plus dérangeante. Donc la police affirme que c'est Cookie Diaz qui aurait apporté le couteau lors de la confrontation et qui aurait d'abord poignardé Caro Pena, la victime de cette histoire, dans le dos. Maintenant, avant d'en venir à ce que l'un des autres suspects dans cette affaire dit à propos de Caro Pena, la victime et ce que Carl aurait fait avant l'altercation, et comment cela pourrait influencer la défense. Je veux aussi rappeler les personnes impliquées dans cette affaire. C'est Caro Pena. C'est la personne qui a perdu la vie dans cette histoire. Elle a été tuée jeudi dernier. Voici une vidéo publiée ce mois-ci sur son Facebook qui semble la montrer, en mère de famille, partant au bord de l'eau pour passer une agréable journée en famille. Caro avait 32 ans et elle était mère de 5 enfants. Le chef de la police de Del Rio, Texas, a révélé dans une interview avec TMZ qu'il pense que Caro connaissait Cookie et Kitty Diaz, ainsi que le troisième suspect dans cette affaire, leur ami, Kiandra Faz. Mais il n'a pas précisé lors de cette interview comment elles se connaissaient. Il y a donc de grosses interrogations sur le contexte de ce qui se serait passé ici. La raison de cette confrontation violente reste encore inconnue à ce stade. Nous avons recueilli de nombreuses informations sur la suspecte désormais la plus accusée dans cette affaire, Kitty Diaz, 21 ans. Et quand on regarde ses réseaux sociaux, on se demande comment cela peut être la même personne qui fait maintenant face à des accusations dans un meurtre brutal à l'arme blanche en plein jour. C'est une mère et je sais que les réseaux sociaux ne montrent que ce que les gens veulent, souvent en surface, sans refléter qui est vraiment une personne. Mais dans ce cas, quand on regarde les vidéos qu'elle a publiées, tout tourne autour de l'amour qu'elle porte à son fils de 4 ans et à quel point il est tout pour elle. Et pourtant, elle est maintenant accusée d'être impliquée dans ce meurtre brutal. Et elle pourrait potentiellement aller en prison pour le reste de sa vie. Elle est aussi accusée d'avoir tenté de dissimuler des preuves dans cette affaire. Je vais vous expliquer comment dans un instant. Je veux me plonger dans les nouvelles informations contenues dans les récents documents de police reçus. Maintenant, la police dit qu'elle a d'abord appris jeudi dernier que quelqu'un avait été poignardé et que cette personne était dans un état vraiment critique. Ils ont été appelés à l'hôpital le 25 juin et lorsqu'ils sont arrivés à l'hôpital, ils ont appris que Caro Pena avait apparemment été poignardée 3 fois, 2 fois dans le dos et une fois dans le ventre. Ses blessures étaient si graves que les médecins l'ont envoyée dans un hôpital à San Antonio dans l'espoir de lui sauver la vie, mais elle est décédée quelques heures de plus tard. La police a ensuite découvert que Pena avait apparemment été poignardée dans cette maison à Del Rio. À ce stade, la police n'a pas révélé comment elle a obtenu cette information, mais l'enquête a progressé très rapidement. Lorsque la police arrive sur les lieux, elle se rend à la maison voisine de l'adresse où elle affirme que l'altercation a eu lieu. Et c'est là qu'ils entrent en contact avec Kiandra Faz, âgé de 19 ans. Maintenant, selon la police, Faz affirme que Carl Pena s'est présenté chez elle, je cite, pour chercher la bagarre. Encore une fois, la raison de cette altercation présumée reste floue, mais un point intéressant ressort du rapport de police, même si sa signification demeure incertaine. La police affirme que l'altercation a eu lieu à une adresse très précise à Del Rio, et ils disent que Faz habite dans la maison voisine de cette adresse, selon les dossiers du tribunal. Donc nous ignorons qui réside à l'adresse où la police situe l'altercation, ni si elle s'est déroulée sur cette propriété, mais nous allons suivre cela au fil de l'enquête. Parlons maintenant de l'altercation. Peña arrive sur place. Selon Faz, elle voulait provoquer une bagarre.
Il n'est pas certain que ce soit vrai, car Faz est désormais accusé de meurtre dans cette affaire. Mais en ce qui concerne l'enquête, la police n'a pas à se fier uniquement aux témoignages dans cette histoire, car ils affirment que tout a été enregistré par la caméra de la sonnette à la maison où l'altercation aurait eu lieu. Et la police a visionné cette vidéo et affirme avoir vu Caro Pena arriver à la maison. Elle conduit un pick-up noir. Et peu de temps après son arrivée, alors qu'elle commence à avoir cette altercation avec Faz, une Chrysler noire arrive sur les lieux. Et c'est là que Cookie et Kitty Diaz entrent dans l'histoire. La police écrit: les sœurs sortent de la voiture et s'approchent de Caro Pena. Citation. Sur les images vidéo, Amaya, qui est le prénom de Cookie, est observée avec un objet supposé être un couteau dans sa main droite. Cookie et Carl Pena se disputent et on voit Cookie frapper Carl Pena dans le dos, où du sang peut être observé sur l'arrière de sa chemise. La tenue de Cookie a été décrite comme un débardeur rouge et un jean bleu. Encore une fois, on pense que Pena a été poignardé 3 fois. Cela a d'abord été rapporté par Fox News, 2 fois dans le dos et 1 fois dans le ventre. C'est brutal, franchement, c'est juste. Il est difficile de trouver les mots quand on pense à quel point c'est brutal que quelqu'un puisse faire ça à un autre être humain. Maintenant, Kitty Diaz, la mère que vous voyez dans ses vidéos TikTok, qui apparemment aimait tellement son fils et qu'il était tout son univers, sa raison de vivre, elle aurait agressé physiquement Caro Pena dans la vidéo. Et puis la police dit que Kiandra Faz aurait également agressé Pena. Il n'est pas clair pour le moment comment Pena a pu se rendre à l'hôpital, mais la police dit qu'après l'agression présumée, ces meurtriers présumés ont pris la fuite. Je tiens à souligner à quelle vitesse la police a agi dans cette affaire, car il n'a fallu aux agents qu'environ 2 heures à partir du moment où ils ont été appelés à l'hôpital où Pena se battait pour sa vie, seulement 2 heures avant qu'ils ne puissent procéder à une arrestation dans cette affaire. La police dit avoir retrouvé les sœurs Diaz dans une maison de l'autre côté de Del Rio, où la voiture de Cookie, qu'elle aurait conduite à la bagarre, était garée dehors. Selon la police, sur la vidéo de la bagarre, Kitty Diaz portait un débardeur rose et un jean bleu, et Cookie un débardeur rouge et un jean bleu. Pourtant, lorsque la police les a vus peu de temps après dans la maison où elles auraient fui, je cite: en parlant avec Kitty et Amaya, il a été observé qu'elles ne portaient plus les vêtements vus à l'origine sur la vidéo et qu'elles venaient de se doucher, car leurs cheveux étaient mouillés. Plus tard dans la soirée, il était environ 9 heures, soit environ 5 heures, après l'arrestation des sœurs Diaz ainsi que de Faz, que Pena a perdu la vie, qu'elle a succombé à ses blessures dans cet hôpital de San Antonio. Selon ces documents de police, Cookie Diaz, Kitty Diaz et Keondra Faz devraient être inculpés pour meurtre, mais ce n'est pas encore le cas. Nous attendons que cela arrive. Kitty Diaz fait également face à une accusation supplémentaire de falsification de preuves. Selon les dossiers du tribunal, les 3 suspects étaient sans emploi et ils sont tous détenus dans une prison locale au Texas, avec une caution fixée à 5 millions de dollars. Il y a une image qui circule en ligne et qui montre l'altercation présumée entre Peña et ses 3 agresseurs. Et cette image est bien trop explicite pour vous être montrée ici. Peña semble avoir du sang dans le dos alors qu'elle est entourée par 3 femmes. L'une des amies de Peña a déclaré à Fox News, je cite: cette fille, c'était une battante. Elle tenait toujours bon. Rejoignez-nous maintenant pour parler davantage de cette enquête depuis le Texas, avec Phil Waters, détective à la retraite spécialisé dans les homicides. C'est toujours un plaisir de vous avoir ici sur Law and Crime. L'une des suspectes, Keondra Faz, a déclaré à la police que la victime, Caro Peña, était venue chez elle, je cite, à la recherche d'une bagarre. Apparemment, tout cela t'a été filmé, l'agression elle-même, selon la police. La raison de la venue de Carl Peña chez eux pourrait-elle avoir une importance dans cette affaire à l'avenir? Eh bien, c'est bon d'être de retour avec toi, Chris. Je vais te dire, tout cela concerne le mobile. Ce n'est pas quelque chose qui doit être prouvé devant le tribunal quand l'affaire en arrivera aux poursuites. Cependant, il est toujours important pour les enquêteurs de déterminer pourquoi ces circonstances se produisent. C'est toujours la grande question. Pourquoi? D'un côté, c'est le mobile, donc on comprend comment ils se sont retrouvés ensemble. Le chef de la police de Del Rio a indiqué qu'ils se connaissaient en partie. Nous ne savons vraiment pas quelle était la relation, et nous n'avons pas non plus vu la vidéo nous-mêmes. Mais cela semble être un meurtre vraiment, vraiment brutal. D'un autre côté, si Carl Pena est venu à la maison en cherchant la confrontation, est-ce que cela ouvre la porte à un éventuel argument de légitime défense que ces suspects pourraient avancer, sachant qu'il y aura une vidéo que le jury verra plus tard montrant comment cette confrontation s'est déroulée? Je ne pense pas qu'il y en ait. Aucun argument ici ne soutient la légitime défense.
Il est clair qu'il existe une sorte de relation entre les trois femmes qui ont commis le meurtre et la victime dans cette affaire. Et regardez, les gens tuent pour l'une de ces trois raisons, le sexe, la drogue ou l'argent. Ah. Et dans ce cas particulier, il se peut que ce soit les trois. Donc il y a clairement une dimension interpersonnelle de tension entre ces femmes. Et pour une raison ou une autre, l'une d'elles a décidé que la seule façon de résoudre ce problème était de tuer la victime dans ce cas. Et selon les rapports, c'est Cookie Diaz qui a apporté le couteau lors de cette altercation. Et c'est elle qui est accusée d'avoir poignardé Carl Pena. Et puis je crois que c'était Fox News qui avait. Elle a été poignardée 2 fois dans le dos et une fois dans le ventre, une attaque vraiment brutale. Mais ensuite, les 2 autres, Kitty Diaz, sa sœur, et puis Faz, la troisième qui est leur amie, elles sont accusées d'avoir également agressé physiquement Carl Pena. Quand il s'agit du fait qu'une seule personne avait le couteau, est-ce que cela pourrait permettre à Kitty Diaz d'argumenter que, eh bien, c'est vraiment ma sœur qui a apporté le couteau, donc c'est elle la meurtrière? Je n'ai pas porté de coup fatal à cette personne. Comment cela fonctionne-t-il selon la loi au Texas? Eh bien, selon la loi au Texas, ce sont les participants à l'infraction. Donc, les personnes impliquées dans cette affaire sont toutes considérées collectivement. Ils ont tous participé à ce meurtre. Et donc, même si l'un d'eux a effectivement porté les coups mortels, l'implication des deux autres les met tous dans le même panier. Donc non, la loi texane sur la responsabilité collective va faire en sorte que chacun d'eux soit inculpé pour la même infraction de meurtre. Chaque jour, nous traitons des histoires difficiles et celle-ci en fait partie. Vous, en tant que détective spécialisé dans les homicides, vous voyez la brutalité chaque jour et travaillez à résoudre ces affaires. Et je pense juste à cette affaire pour que les gens puissent comprendre. Je veux dire, l'idée que quelqu'un, en plein jour, prenne un couteau et poignarde une autre personne. Et parfois, je pense qu'on devient insensible à ce que cela représente vraiment. Mais qu'est-ce qui vous marque le plus concernant la brutalité de cette attaque, d'après ce que la police a dit? Eh bien, voyez-vous, l'une des façons les plus personnelles de tuer quelqu'un, c'est d'utiliser une lame, d'utiliser un couteau, une arme blanche de quelque sorte. Vous devez être tout près en contact direct. Et vous l'êtes, vous ressentez chaque coup. Ce n'est pas comme tirer sur quelqu'un à distance. Là, c'est de près, c'est personnel. Et je dirais que la seule autre méthode peut être encore plus personnelle, euh, d'utiliser une méthode quelconque pour tuer quelqu'un, assassiner quelqu'un, c'est l'étranglement. C'est certainement plus personnel, mais là, on sent vraiment la vie quitter le corps de la personne. Mais quand ces coups de couteau se produisent, écoutez, je suis sûr que les gens ont vu toutes sortes de blessures par arme blanche sur Internet. Vous savez, il y a ces photos et ce genre de choses. Et elles sont brutales. C'est atroce de voir un corps humain ouvert de cette façon, vous savez, et poignardé plusieurs fois, surtout quand on commence à parler de multiples coups de couteau. Je suis un peu surpris qu'il n'y ait eu que un nombre plutôt faible de coups de couteau sur cette affaire. Quand quelqu'un, généralement, d'après ce que j'ai vu, utilise un couteau et qu'il y a une certaine animosité personnelle, il y a une relation plus personnelle, il y a plus, vous savez, ils sont motivés par une haine envers cette personne et ils utilisent un couteau. C'est généralement quelque chose qui devient incontrôlable et il y a un nombre excessif de blessures. Mais vous savez, ce qui est intéressant avec ces femmes impliquées ici, bien sûr, c'est qu'on ne connaît pas le contexte et c'est là où réside ma curiosité. Elles y sont allées en cherchant la bagarre. Elles ont trouvé la bagarre qu'elles étaient venues chercher. Et à ce moment-là, le fait qu'il y ait des vidéos et ce genre de choses, ça ne fait aucune différence pour elles. Elles sont un peu myopes, elles ont une seule chose en tête et elles sont sorties pour la faire. Eh bien, il y a aussi la vidéo de Cookie Diaz et Kitty Diaz en train de se faire arrêter. Après, vous savez, on a fait l'histoire il y a quelques jours quand l'affaire a éclaté, sans avoir reçu tous les documents de la police. Il y avait en quelque sorte juste un communiqué de presse publié par le service de police de Del Rio. Et puis vous voyez cette vidéo et ils sont un peu en train de sourire.
En fait, il sourit en y allant. Mais Cookie Diaz est celle qu'on voit distinctement sourire puis faire une blague à la caméra. À ce moment-là, Carl Pena n'était pas encore mort. Mais si tout cela est vrai, elle rit alors qu'elle est arrêtée après avoir poignardé quelqu'un 2 fois dans le dos et 1 fois dans le ventre, selon la police. Et avez-vous déjà rencontré des personnes ayant commis des crimes horribles dans votre carrière? Comment peut-on comprendre ce genre de choses en sachant ce dont elle est maintenant accusée? Eh bien, ça ne me surprend pas. Vous savez, quand j'ai vu cette partie de cet incident en particulier, je suis un peu revenu en arrière, Krenwinkel et ce groupe avec la famille de Charlie Manson. Je veux dire, ils faisaient la même chose Vous savez, en riant et en pensant que c'était une grosse blague. Donc parfois, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Soit c'est simplement une personne impitoyable, une sociopathe, et peut-être même à un niveau de psychopathe. Je veux dire, vous savez, la différence, au moins selon ma simple définition, entre les deux, c'est qu'un sociopathe fait quelque chose, commet un acte comme celui-ci, et il pense qu'il est justifié dans ce qu'il a fait. Un psychopathe, en revanche, commet un acte de sociopathe et prend plaisir à ce qu'il fait. Donc je ne sais pas si c'est un indice ici qu'elle a réellement apprécié euh, ce qu'elle faisait. Je reviens à l'affaire Carla Faye Tucker, le meurtre à la pioche à Houston. Et cette femme, elle a tué 2 personnes avec une pioche, a planté la pioche dans la poitrine de la victime féminine et a déclaré plus tard, lors d'un entretien avec les forces de l'ordre, qu'elle avait un orgasme à chaque fois qu'elle les frappait. Donc je vous dis simplement ici, quand ce genre d'événement se produit, il est intéressant d'observer la réaction dans ce cas des suspects lorsqu'ils sont arrêtés. Et je vais vous dire, cette vidéo de l'arrestation et les rires qui l'accompagnent ne joueront pas en leur faveur lors du procès. Cela ne va pas les mettre sous un très bon jour. c'était justement ma prochaine question, car une telle vidéo va forcément faire la une et devenir virale, tant elle est choquante. Chaque fois que tu regardes ça, tu te dis, même si ce n'était pas une affaire de meurtre, l'idée que quelqu'un qui va presque sûrement aller en prison puisse rire quelques heures après les faits, c'est fou à voir. Mais du point de vue de la construction de ton dossier, si tu es le détective sur cette affaire, rien que cette attitude-là. Et on ne sait pas s'ils ont dit quoi que ce soit dans la voiture de police sur le chemin du retour vers la prison, là où ils sont détenus maintenant. Mais comment une telle attitude entre-t-elle en ligne de compte dans le dossier que tu construis contre eux? Eh bien, tout cela fait partie de l'ensemble, c'est tout, ça fait partie de la vue d'ensemble, non? Je veux dire, si je suis un détective qui va interroger ces femmes, il faut en tenir compte. Et quand tu entres là-bas pour leur parler, tu ne vas pas aborder immédiatement la façon dont elles ont agi lors de leur arrestation. Tu ne vas pas te précipiter et commencer à parler immédiatement de l'incident lui-même. Si je vais les interroger, j'essaierai d'établir une relation avec elles. Et je veux commencer par parler de la relation qu'elles avaient avec la victime. Alors commençons par là. Comment la connaissez-vous? Vous savez qu'est-ce qui a mené à cela? Et essayez de les amener à s'ouvrir, espérons-le, et à vous dire quelle était la motivation derrière tout ça. Et puis, quand vous avez plusieurs participants ici, à un moment donné, vous pouvez commencer à les monter les uns contre les autres. Et voir, avec un peu de chance, obtenir plus d'informations de chacune d'elles. Eh bien, vous savez, peut-être qu'un jour nous verrons la vidéo de l'interrogatoire, s'il y en a une, vous savez, s'ils ont fini par parler à la police et ce qu'ils ont pu dire. Vous savez, Faz, la suspecte, elle en a dit assez pour affirmer que Pena est venu chercher la bagarre. Mais je me demande aussi, il ne savait probablement pas que la police avait, selon moi, une caméra de porte qui a filmé toute l'altercation. Lors d'un interrogatoire, si la personne ignore que vous avez accès à toutes les informations sur ce qui s'est passé, comment un détective s'en sert-il avant d'entrer? Quel est le plan quand vous vous asseyez avec quelqu'un, sachant que vous avez tout vu et que vous allez le laisser raconter sa version? Comment utiliser cette vidéo contre eux en interrogatoire? Eh bien, ça, c'est une question de timing, Chris. C'est quelque chose que vous n'allez pas révéler. J'aurais du mal à le croire. Je veux dire, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, le monde numérique, j'aurais vraiment du mal à croire qu'ils ne savent pas qu'il y a des vidéos, qu'ils ne savent pas qu'il y a peut-être une caméra de porte là-bas.
J'aurais du mal à le croire. Comme vous êtes dedans, et j'espère qu'ils pourront interroger ces personnes. Et vous voulez être préparé, bien sûr, lorsque vous entrez dans la salle d'interrogatoire avec autant d'informations que possible. Et donc, vous allez regarder la vidéo parce que vous voulez avoir ça en tête quand vous saurez ce qui s'est passé. Vous regardez la vidéo et vous voyez ce qui se passe, qui a porté le premier coup, qui a eu la première confrontation. Et ensuite, à quel moment les autres sont-ils entrés dans la mêlée? Donc, cela serait important dans le sens où si vous arrivez à un moment dans l'entretien où la personne à qui vous parlez commence à s'ouvrir et à discuter avec vous, alors vous allez leur poser des questions, vous n'allez pas leur poser des questions fermées sur ce que vous avez vu dans la vidéo. Vous voulez leur poser des questions ouvertes et leur donner la possibilité d'expliquer ce que vous avez vu dans la vidéo. Donc, vous ne voulez pas leur donner d'informations, bien sûr, dans n'importe quel entretien, mais dans ce cas, vous avez un point de référence où vous voyez exactement ce qui s'est passé, ce qui a eu lieu. Et maintenant, vous devez simplement trouver un moyen de les amener, faute de meilleurs termes, à décrire ce qui se passe dans la vidéo que vous avez vue. Et enfin, pour Kitty Diaz, elle fait face à une accusation supplémentaire pour avoir tenté de dissimuler des preuves dans cette affaire. La police précise dans son rapport qu'elle portait des vêtements différents et venait de se doucher à l'arrivée des agents. Tout cela est arrivé. Je veux dire, ils ont été appelés à l'hôpital en moins de 2 heures. Entre le moment où ils ont appris que cette agression au couteau avait eu lieu et l'arrestation, il s'est écoulé environ 2 heures. Donc c'était une enquête vraiment éclair. Pourquoi est-ce que ça compte? À quel point est-ce important? Parce qu'on sait qu'ils ont changé de vêtements. Tu sais, c'est assez évident potentiellement ce qu'ils essayaient de faire. Mais à quel point est-ce que ça compte quand tu construis ton dossier? Que ce sont les mêmes personnes juste après ce que tu viens de voir dans la vidéo, et puis soudainement, elles portent des vêtements différents et elles viennent de se doucher, tu sais, dans le court laps de temps qu'il a fallu à la police pour les retrouver. Eh bien, c'est une excellente question. Voilà l'autre aspect quand tu utilises une arme blanche pour tuer quelqu'un, pour commettre un meurtre, parce que tu vas avoir tout ce sang qui finit par se retrouver sur toi à un moment donné, il y en a forcément qui va t'atteindre. Donc, ils rentrent chez eux, ils se douchent et font ça. Ce sont des indices concordants qui mènent à ces personnes comme étant celles qui ont commis les faits. Donc, recueillir ces preuves, ce type de preuves, c'est essentiel juste pour constituer le dossier que tu dois avoir. Sur la chronologie, tu vois les événements, puis tu suis les preuves pour savoir où elles sont allées et, si possible, les récupérer. Maintenant, et cela va montrer que cela va prouver la culpabilité, l'acte réel de ces personnes qui circulent, ils altèrent des preuves. Cela relèvera d'une altération de preuves constitutives d'un crime. Donc, c'est l'accusation supplémentaire ici. Tout ce qu'ils ont fait pour se débarrasser du couteau, tout ce qu'ils ont fait pour nettoyer leurs vêtements, ce genre de choses. Avec un peu de chance, vous pouvez récupérer les vêtements avant le nettoyage. Et il semble qu'ils aient été assez rapides ici pour trouver ces suspects, recueillir les preuves et ainsi de suite. Donc, euh, pour l'instant, il semblerait qu'il y ait vraiment très peu de pistes qui n'ont pas été explorées et ils ont pu agir, les enquêteurs ont pu agir rapidement et récupérer la plupart des preuves, si ce n'est la totalité. Oui, nous verrons la suite. Il n'est pas clair s'ils ont l'arme du crime, mais ils disposent de nombreuses preuves grâce à la vidéo de surveillance. Nous verrons ce qui se passera ensuite dans cette affaire. Phil Waters, détective à la retraite spécialisé dans les homicides. C'est toujours un plaisir d'avoir votre expertise ici sur Law and Crime. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité, Chris, je vous en suis reconnaissant. C'est tout pour aujourd'hui dans l'émission On the Case, présentée par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à notre podcast sur Spotify et nous diffusons également sur Peacock. Je suis Chris Stewart. On se retrouve la prochaine fois.